Corps corps à corps. Et pour ce corps à corps, il nous fallait faire un point sur l'actualité politique française, puisque, grande nouvelle, le cadavre politicien français bouge encore. D'abord, il y a cette motion de censure déposée par le PS suite à l'échec du conclave sur les retraites de François Bayrou. Elle sera examinée demain, donc mardi 1er juillet, et le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet avec un peu d'ironie ce week-end sur Public Sénat. On écoute. Aussi que le RN a annoncé qu'il ne voterait pas cette motion de censure, ce qui rend quasi impossible le fait qu'elle soit acceptée. François Bayrou survivrait donc à sa 8e motion de censure, mais il n'y a pas que la musique de la motion de censure qui flotte dans l'air en ce moment, il y a aussi la dissolution, et oui, car dans une semaine à peine, mardi 8 juillet prochain, la Constitution autorisera à nouveau Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, et certaines forces politiques s'y préparent déjà, à l'image de Marine Le Pen, qui a appelé le RN à se tenir prêt ce samedi à l'Assemblée, dans une convention commune avec l'UDR. Toujours est-il que le camp gouvernemental, le bloc central macrono-centriste, ne peut pas longtemps laisser ce phénomène de délitement se prolonger. Alors Emmanuel Macron peut être tenté de dissoudre. Alors il a dit « je ne souhaite pas dissoudre ». Mais « je ne souhaite pas dissoudre », ça ne veut pas dire « je ne vais pas dissoudre ». Il serait assez dangereux, je crois, de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution. N'ayant pas la décision, ne maîtrisant pas la décision, il faut évidemment envisager toutes les hypothèses. À partir du moment où il y a une possibilité de dissolution, et c'est le cas à partir du 7 juillet, je dis bien une possibilité, pas une probabilité, eh bien notre devoir c'est de nous y préparer. L'histoire ne repassera pas les plats, et s'il y a une dissolution, nous pouvons ou nous devons l'emporter. L'insuccès, je le crois, n'est pas une option. Mais ce n'est pas tout. Ce week-end était aussi un week-end de mobilisation générale de plusieurs partis en vue de 2027, à commencer par les LR qui ont tenu leur congrès national à la Mutualité avec près de 800 militants chauffés à blanc. Le parti a officialisé sa ligne pour relever la France, ni Macron ni RN, et on a ainsi pu entendre Gérard Larcher clamer que oui, les LR étaient bien dans l'opposition. Et pourtant, mes amis, soyons clairs, nous ne sommes pas devenus macronistes. Voilà, c'est très impressionnant. En tout cas, à gauche aussi, les lignes ont bougé avec l'officialisation des candidatures de Dominique de Villepin, qui a créé son parti La France Humaniste, et François Ruffin, qui a acté la naissance de son mouvement Debout. On aura l'occasion d'y revenir, mais pour décrypter tout ça, j'avais besoin des deux éminents observateurs de la vie politique, et j'ai choisi les meilleurs. Bonjour Guilain Benessa et bonjour François Coq. Bonjour Valentin. Alors, je vous présente pour les très rares personnes de Toxin qui ne vous connaîtraient pas, Guilain Benessa, vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, Comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur. Et dernièrement, On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges, coécrit avec le député maintenant Guillaume Bigot, toujours aux éditions L'Artilleur. Et puis François Coq, vous êtes analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général de parti de gauche, auteur notamment de Alerte à la souveraineté européenne et puis L'impératif démocratique de la crise de représentation aux Gilets jaunes. Et puis enfin, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire. On est en plein dans le sujet. Aux éditions Les Trois, Éric Jamet, vous êtes d'habitude notre chroniqueur politique du lundi, et là je vous ai appelé pour vous dire qu'il fallait que vous restiez plus longtemps parce qu'il y a beaucoup d'actualités politique en France, et je voulais commencer par vous pour ce tour d'horizon, peut-être d'abord sur ce sujet de cette motion de censure du PS qui ne l'a déposée que s'il était certain qu'elle ne serait pas votée. C'est quand même un petit peu curieux. Oui, le thème de la discussion du jour, c'était, je crois, ça bouge dans le landerneau politique. Ça bouge. Je suis pas sûr que ça bouge tant que ça. Moi, ça s'agite beaucoup. Et l'une des meilleures preuves en est cette motion de censure qui a été déposée. Elle donne à voir tout simplement que la motion de censure a changé d'objet. Elle n'est plus un objet performatif qui vise à faire chuter un gouvernement, mais elle est devenue beaucoup plus largement un objet politicien qui vise à donner à voir une orientation stratégique, un positionnement dans l'opposition. Ça donne à voir un thermomètre, le degré d'opposition par rapport au gouvernement. Donc on a changé la nature de ce qu'est une motion de censure, et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que François Bayrou a raison de pointer du doigt l'attitude, notamment au sein du NFP, du Parti socialiste, qui a donné un blanc-seing
à M. Bayrou dans un premier temps, en laissant aller la stratégie de M. Bayrou pour se maintenir en place sur le conclave des retraites, avant de revenir aujourd'hui aux affaires avec cette motion de censure et d'essayer de reprendre le leadership de l'opposition de gauche qui avait été abandonné, ce faisant, à la France insoumise. Et pardon, je vous coupe François Coq, mais je veux quand même rappeler aussi cette phrase de François Hollande, donc François Hollande qui a annoncé qu'il voterait la motion de censure si le RN ne la vote pas, et il a eu cette phrase qui restera sans doute dans les annales: je ne veux pas ajouter de l'instabilité à l'immobilisme. Donc c'est-à-dire que voilà, il veut voter la motion de censure sans qu'elle ne soit validée, sans qu'elle ne soit confirmée. J'y venais, et c'est ce que je disais avec le caractère non performatif désormais d'une motion de censure. C'est-à-dire qu'une motion de censure n'est votée qu'à partir du moment où on sait à l'avance qu'elle ne sera pas suffisante pour faire tomber le gouvernement. C'est quand même ça que dit l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État, qui était dépositaire d'une certaine manière des institutions de la République, M. Hollande, quand il dit « Ah, puisque je sais que cette motion de censure n'aboutira pas dès lors que le RN, pour ses propres raisons, qui elles-mêmes sont politiciennes, ne viendra pas s'ajouter à cette motion de censure, alors moi, François Hollande, je la voterai. » On voit bien qu'on est là dans un jeu de dupes à tous égards avec cette motion de censure et avec la scène politique. Dernier point peut-être sur cette motion de censure, parce que finalement, je pense que cette motion de censure n'est absolument pas l'essentiel, vous l'avez compris, dans le remodelage de l'âge actuel de la vie politique, c'est qu'elle donne à voir quand même surtout la méthode Bayrou, qui est une méthode de l'impasse. Monsieur Bayrou n'est au gouvernement que pour se maintenir en place. C'est la seule tâche qui est la sienne aujourd'hui. J'étais il y a quelques jours sur un plateau beaucoup plus mainstream où les gens feignaient de s'interroger sur le fait que il ne s'est rien passé depuis un an, rien n'a changé pour les Français dans leur quotidien. Mais parce qu'aucun texte n'a été adopté, mais même aucun texte n'a été porté, parce que c'est la paralysie qui s'installe, qui est assumée comme telle et qui finalement ne gêne absolument aucun de nos dirigeants. Monsieur Bayrou cherche juste à glaner quelques jours de plus d'espérance de vie politique. C'est ce qu'il a fait avec les retraites. Et la méthode qui est la sienne, qui consiste à donner sa parole aux uns et aux autres, aux socialistes en disant qu'il y aurait un retour devant le Parlement, au LR en disant que le projet de loi sur la révision du scrutin pour Paris-Lyon-Marseille serait décidé in fine avec l'accord du Sénat et de l'Assemblée nationale, puis de reprendre sa parole, eh bien on voit bien que cette méthode est une méthode de l'impasse qui vise juste à gagner du temps, et d'une certaine manière, tous ceux qui sautent à la corde avec lui sont complices. Vous avez dit beaucoup de choses, François Coq. On va aussi entendre Guilain Benessa. Donc, Guilain Benessa, François Coq a fustigé ce comportement du PS qui ne dépose des motions de censure que s'ils sont certains qu'elle ne sera pas votée. On pourrait aussi s'interroger sur celle du RN et de l'UDR. J'étais avec un député UDR il y a quelques minutes qui m'expliquait que finalement, voter cette motion de censure, ça ne servirait à rien, ça ne ferait pas bouger les choses. Comment est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'attentisme du côté droit de l'hémicycle ? Écoutez, alors, j'ai pas le talent de Thomas Séraphin, et je pense que je l'aurai malheureusement jamais, mais ce qui s'est passé ce week-end, quand vous m'avez dit on va parler politique ce matin, je me suis dit, elle est un peu facile, mais tout de même, avec François Hollande, on était dans Flamby, maintenant on rentre dans François Groland. Alors pourquoi est-ce que je parle de François Groland ? C'est très simple, parce que l'ancien président de la République, c'est quand même pas rien. On pense qu'on veut de François Hollande, mais il a quand même une position spectaculaire et particulière à l'Assemblée. Vous voyez, c'est un ancien président redevenu parlementaire qui prend la parole dans le cadre d'une situation telle que la nôtre. On attend ses paroles. Enfin, je les attends pas beaucoup, mais on pourrait les attendre en tout cas. Et ce on que devrait dit François pouvoir Hollande, les attendre. on devrait pouvoir les attendre. Mais, merci Valentin. En fait, ce qui est très très simple, c'est que François Hollande officialise, et c'est pas rien, un ancien président de la République officialise le fait que désormais, nous vivons l'ère du pistolet à blanc. C'est-à-dire que la dissolution ne sert à rien, on le sait d'avance, puisqu'on annonce, l'ancien président annonce que quand bien même il y aurait volonté de censurer, par dissolution et censure, la censure en fait ne serait votée que si le RN ne le vote pas. Ça veut dire qu'on officialise une énième fois, mais cette fois-ci avec encore plus de sel, je trouve, on officialise le fait qu'on ne censure que si la censure ne donne rien. Donc on dit clairement, pistolet à blanc, l'arme nucléaire, comme on disait, de la censure n'existe plus, puisqu'on ne censure pas tout en prétendant censurer. Donc de toute façon, l'artifice est officialisé par l'ancien président de la République. Franchement, dans le genre renversement de l'opération principale que signifie la censure, c'est une modalité fondamentale, la censure, c'est pas rien, je pense, qu'un ex-président de la République dise censurer, on peut, à condition que ça ne fonctionne pas.
C'est vraiment ça, aujourd'hui, François Groland à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour plus de sérieux, vous me dites, et François Coq a raison, hein, depuis tout à l'heure, de dire que tout ça, en réalité, est une stratégie pour Bayrou de gagner du temps. Et il y a quand même deux choses qui me gênent, ou qui me gênent pas depuis hier, mais ça a été encore une fois la cavalcade, la façon Bayrou, la cavalcade très lente. Vous savez, il a cette faculté à ne rien dire, à mettre beaucoup de temps pour ne rien dire. Si vous regardez en entier l'entretien qu'il vient de donner ce week-end dans le cadre du grand jury, je crois que c'est le grand jury, hein, RTL, la chaîne parlementaire, etc., il y a quelque chose qui m'a frappé. Bon, d'une part, il est lent, on le connaît, il a toujours été, c'est son style, hein, sa marque de fabrique. Je sais que c'est un ancien bègue et c'est tout à son honneur de parvenir ensuite à devenir Premier ministre, pourquoi pas, mais il n'empêche, sa stratégie de l'immobilisme se voit aussi dans la rhétorique et dans sa façon d'envisager les choses. Je m'explique. Il a dit, je me suis infligé intégralement les propos de François Hollande, de François Bayrou ce matin, et je me suis aperçu qu'il a dit la chose suivante. Il a dit que son rôle aujourd'hui est d'apporter, dans le cadre de la division que nous connaissons, de l'instabilité que nous connaissons, de cette assemblée introuvable, il dit, sa mission est d'apporter, je cite, de la stabilité et de l'ordre. De l'ordre, lorsqu'on voit ce qui se passe lors de la fête de la musique, les attaques à la seringue, je veux dire, c'était il y a quelques jours. La stabilité, quand on s'aperçoit que la France n'est pas du tout instable, la France est immobile, elle vit dans une torpeur estivale qui a commencé il y a 1 an au lendemain de la dissolution, où il ne s'est rien passé, où on a fait Barnier, puis on a fait Bayrou. Et au Bayrou, et François Coq a raison, sa seule stratégie depuis le départ, ça fait 1 an que je le dis, enfin, Bayrou, ça fait 6 mois et quelques, mais je disais la même chose de Barnier, c'est de gratter un jour de plus, puis une semaine de plus, puis 1 mois de plus. Et je vais vous dire, au fond, ça a déjà bien marché, parce que malgré Bétaram et tout le reste, nous sommes le 30 juin 2025, il est toujours là. Donc, sur le fond, l'opération, d'un strict point de vue politicien, fonctionne depuis 6 mois. Maintenant, dernière chose, pourquoi ne se passe-t-il rien, et quelle est cette question de la dissolution? Comment je suis en train de vous perdre. Non, Allez-y, on vous entend, très bien. Sur la dissolution, très simple. Le problème, c'est que depuis 1 an, nous jouons le jeu des fausses pistes qui sont imposées non pas seulement par les médias, mais par à la fois de la bêtise, de l'ignorance. J'hésite toujours entre la bêtise et l'ignorance. On peut penser, vous savez, à Bouvard et Pécuchet, qu'est-ce que la bêtise, hein, de Flaubert. Mais enfin bon, on n'est pas là pour faire une analyse de la bêtise de politique ou de l'ignorance politique, mais tout de même, je l'ai dit depuis 1 an, si on fait une lecture claire des institutions et si les médias faisaient le boulot et si les politiques faisaient le boulot, la seule solution correcte pour des raisons à la fois politiques et constitutionnelles, c'est la démission d'Emmanuel Macron, pour tout un tas de raisons. Ce qui veut dire que vu que personne ne la demande, désormais, on reparle de la dissolution parce que personne ne réclame la démission. Donc on se dit finalement, Emmanuel Macron va bien être obligé de dissoudre si d'aventure il y a une opposition qui se saisit clairement de la dissolution, qui réclame la dissolution ou qui censure le gouvernement. Mais vu que personne ne le fait, réclamer la démission d'Emmanuel Macron, ou presque, hein, certains le font. Enfin, on ne peut pas dire que dans le média, parmi les cadres de la politique française, à droite comme à gauche, on ne peut pas dire que la démission soit franchement une option dont on parle de 7h du matin à minuit. Vous voyez ça. Il y a quand même eu Philippe Juvin, je crois, Guilain Benessa. Vous êtes un peu dur. Non, mais attendez. Alors, il y a eu David Lisnard la semaine dernière. Il y a eu Hervé Morin. Hervé Morin, pardon, je confonds toujours les deux, oui. Mais Lisnard et Morin, il faut être honnête, Hervé Morin, par exemple, depuis quelques mois d'ailleurs, fait une lecture sur ce point qui n'est pas tout à fait fausse du tout d'ailleurs. Hein. Mais le problème, c'est que si tout le monde ne dit pas, c'est comme ça que ça marche, c'est le seul mode d'emploi, c'est ainsi que nos instances sont bâties, de toute façon, vous savez pourquoi ils ne le veulent pas? Parce que tout le monde s'est mis dans le crâne qu'il était logique soit de cohabiter, soit de gouverner de façon illégitime. Donc lorsque vous considérez qu'il est normal que le souverain soit violé, c'est-à-dire le peuple, lorsque vous considérez que c'est normal que la Constitution fonctionne à l'envers, lorsque vous considérez que c'est normal d'être illégitime et de rester au pouvoir, au bout d'un moment, finalement, même ceux qui devraient le réclamer se disent ça fait comme ça depuis 40 ans que ça fonctionne, peut-être que Macron va encore un peu plus loin, mais au fond, tout le monde faisait comme ça, on va faire la même chose demain. Donc, personne n'est vraiment dans une lecture radicale, vous savez, au sens vraiment de radical, de radix, de revenir à la source, une lecture radicale de comment les choses fonctionnent et comment est-ce qu'on peut arrêter de marcher, je veux dire, littéralement à l'envers, comme on le fait encore plus sous Macron.
Mais, encore une fois, vous dites beaucoup de choses. François Coq, si vous voulez peut-être revenir d'abord sur cette idée de dissolution. Alors déjà, il faudrait que Emmanuel Macron la décide et c'est déjà pas gagné. Et puis surtout, Guilain Benessa, enfin, de mon sens, a raison. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne rejouerait pas finalement cette comédie de l'entre-deux tours de l'année d'il y a un an, où on va avoir finalement un retour au même blocage, puisque il y aura toujours deux partis pour s'allier, pour empêcher la victoire du troisième, peu importe lesquels des blocs on parle. Donc voilà, est-ce que finalement, là, comme le dit Guilain Benessa, vous êtes d'accord sur le fait que la seule option qui pourrait débloquer les institutions, c'est la démission d'Emmanuel Macron? Il est curieux, je ne sais pas si c'est curieux non, mais il est important de constater que les représentants des partis politiques, et notamment les représentants parlementaires, ont 3 outils à leur disposition pour essayer de débloquer une situation qui est totalement aujourd'hui sclérosée. Ils ont la destitution du président de la République, ils ont la dissolution de l'Assemblée nationale à porter, hein, pas à décider, mais à porter, ou ils ont la démission du chef de l'État à demander. Et ce qu'il faut bien constater, c'est que, alternativement, ou les uns et les autres dans une répartition des tâches qui nous donne à voir à quel point tout cela est un cinéma, les 2 options qu'ils choisissent de mettre en avant sont les 2 qui ne sont pas à même de débloquer la situation et qui leur permettent de continuer à vivre de leur rente politicienne. Ce sont ces 2-là qu'ils portent. C'est la destitution d'un côté, qui a été portée pendant des mois et des mois par une partie de la gauche, notamment au sein du nouveau Front populaire, par la France insoumise, dont on savait très bien qu'elle n'était pas une issue qui pouvait advenir, parce qu'il n'y aurait pas la majorité suffisante parlementaire pour la mettre en œuvre. Donc c'était quelque chose qui était absolument immatériel, qui a été porté pendant des mois. Et c'est la dissolution qui continue à sauter à la corde, puisque le problème dans notre pays est un problème d'offre politique, et que s'il y avait dissolution d'humains à offre politique constante, les choses ne changeraient rien. Je fais remarquer que ces 2 solutions qui sont portées par les uns ou par les autres, avec parcimonie et pas trop fort quand même, notons-le, ces 2 solutions sont les solutions les plus institutionnelles. C'est-à-dire que c'est l'institution elle-même qui s'appellerait à changer éventuellement les choses en sachant qu'elle ne le fera pas. Voilà. La solution qui permet par contre de sortir du cadre, c'est celle de la démission du chef de l'État, qui est, je suis d'accord avec ça, la seule option qui permet de rebattre les cartes. Elle permet d'autant plus de rebattre les cartes qu'on est aujourd'hui à un stade tel que nous conjuguons tous les problèmes structurels de notre temps. Vous savez que je parle souvent à votre micro, que j'ai fait l'analyse de ce qu'est la démocratie minoritaire, non seulement en France, qu'on connaît depuis 2022 et encore plus depuis 2024, mais qu'on connaît aussi à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire des gouvernements qui sont en place quand ils sont minoritaires, même sous forme de coalition, au sein de leur propre Parlement national. Je vous ai déjà expliqué en quoi c'est devenu la norme au sein de l'Union européenne, et c'est une norme dont on ne peut pas sortir. D'élection en élection, on reproduit les mêmes blocages. Et quand on en sort, c'est par un artifice que j'appelle les coalitions grands chapiteaux, c'est-à-dire des coalitions qui sont hétérogènes, qui n'ont pas d'armature idéologique. Ça, c'est ce qui se passe dans tous les pays de l'Union européenne. Mais en France, on conjugue les 2. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de démocratie minoritaire, puisque le gouvernement, ce qu'ils appellent le socle commun, n'a pas de majorité au sein du Parlement, mais que ce socle commun est lui aussi une coalition grand chapiteau, c'est ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est-à-dire que c'est un rassemblement qui est de plus en plus hétéroclite, qui ne repose pas sur une même vision commune et sur un même projet de société, mais exclusivement sur le fait de se maintenir en place au pouvoir. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est désormais aux yeux de tous, et même c'est monsieur Attal, qui en est pourtant membre de ce rassemblement entre Ensemble pour la République, entre le mouvement démocrate, entre Horizon, entre LR, eh bien c'est monsieur Attal qui le dit, je le cite, il disait la semaine dernière, il n'y a pas de projet de société commun entre LR et nous entendre Ensemble pour la République. Il disait même, le socle commun, c'est surtout un point commun, vouloir la stabilité gouvernementale, quelque chose que n'aurait pas renié monsieur Hollande, que nous évoquions tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a une étape aussi qui est encore en train de se franchir aujourd'hui, c'est que cette démocratie minoritaire que nous connaissions, qui gèle l'ensemble de la scène politique, eh bien, se rajoute dessus le fait qu'elle est conduite par une coalition
qui elle-même n'a absolument qu'une armature politicienne et rien d'autre. Voilà le double problème qu'il faut faire sauter, qu'il faut lever aujourd'hui, et ce n'est ni la dissolution qui y suffira au stade où nous en sommes, ni la destitution qui, elle, n'a pas de matérialité et ne peut pas advenir. C'est directement au niveau du chef de l'État qu'il faut taper. Je le dis d'autant plus qu'on voit bien que le calendrier s'accélère. Ghislain Benessa avait raison de dire que depuis un an, les uns et les autres, Monsieur Macron d'abord en faisant traîner les choses, puis Monsieur Barnier, puis Monsieur Bayrou, font tout pour gagner du temps et se maintenir en place, sauf que d'une certaine manière, ils sont presque arrivés à leur objectif et au bout de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que nous sommes le 30 juin aujourd'hui, il suffit de traverser l'été, ce qui n'est pas le plus compliqué d'un point de vue politique. Le gouvernement Bayrou va être confronté au budget à l'automne 2025. Si le gouvernement Bayrou chute sur la motion de censure, que de toute façon tout le monde va être obligé de voter à un moment ou à un autre pour pouvoir essayer de se relabelliser comme une force d'opposition indépendante, Monsieur Macron n'aura même pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand bien même il y aura une motion de censure, il lui suffira de nommer un autre Premier ministre, un qu'il a dans sa manche, la Macronie pur jus, par exemple, avec Monsieur Lecornu, et celui-ci tiendra bien 3 ou 4 mois jusqu'au mois de février ou mars 2026, où plus personne ne réclamera à ce moment-là la dissolution ou quoi que ce soit, puisque tout le monde sera rentré dans l'élection présidentielle. Donc d'une certaine manière, ils ont quasiment réussi, et tous ceux qui continuent aujourd'hui à dire « Ah ben ça sera pour le coup d'après que nous mettrons en place la dissolution », eh bien tout cela, finalement, joue le jeu du pouvoir et nous laisse aller dans ce blocage absolu qui va de 2024, mais en réalité de 2022 jusqu'à 2027. C'est très important ce que vous dites, François Coq. Je vais essayer de faire mon faux naïf, mais ça veut dire qu'on acte quand même que les clivages politiques au sein de l'Assemblée nationale et au sein du gouvernement n'ont plus aucune importance, et qu'on a finalement une sorte de caste qui a compris ses intérêts et qui joue son jeu contre, il n'y a pas d'autre choix de le dire, contre le peuple, contre les gouvernés. Là, on a quand même le fait qu'ils refusent de demander la démission d'Emmanuel Macron, comme le dit Ghislain Benessa, le fait qu'ils acceptent donc de jouer contre la légitimité, la seule qui soit, c'est-à-dire celle du peuple, acte le fait qu'ils sont entrés en conflit, ou en tout cas en contradiction d'intérêts avec justement le peuple. Je reste avec vous, François Coq, et Ghislain Benessa ensuite. Oui, ils jouent simplement leur propre suivi. C'est une rente de situation, une rente de situation politicienne. Mais on le voit surtout sur l'offre politique. C'est-à-dire que les uns et les autres essaieraient aujourd'hui de gagner du temps en disant on a besoin de temps pour se préparer et pour proposer une offre alternative aux Français sur d'autres orientations. Mais est-ce que vous voyez quelque chose émerger aujourd'hui dans le pays? Est-ce que vous voyez une nouvelle offre politique performative qui, à un moment donné, pourra reconstituer autre chose que ce que j'appelle des stratégies du socle, c'est-à-dire une polarisation extrême où les uns et les autres essaient d'avoir un électorat qui est captif, qui joue l'assignation à résidence électorale ou électoraliste. Et est-ce que quelqu'un bascule de cette stratégie-là, qui est la stratégie qui perd notre vie démocratique depuis 2017, qui a été la stratégie de M. Macron en 2017 et dans les élections suivantes, qui est la stratégie à laquelle se sont ralliées toutes les oppositions? Est-ce que quelqu'un bascule de cette stratégie-là à une stratégie qui est celle de reconstituer une majorité populaire, c'est-à-dire non pas de se dire il existe un raccourci électoral pour se faire élire dans ce pays avec 25, 26, 27% et ensuite la polarisation suffira à gagner un deuxième tour, ou est-ce que quelqu'un se dit ben non, moi je ne suis pas dans ça, je pense que l'important c'est l'homogénéité du corps politique des citoyens dans notre pays et je propose un projet dans lequel se reconnaîtront au moins 50% plus 1 des Français. C'est ce qui lui donnera sa légitimité. C'est deux visions de la politique qui s'affrontent aujourd'hui, et la deuxième a disparu, et je considère pour ma part que la plupart des mots qui sont les nôtres aujourd'hui viennent de là.
Alors, on va venir ensuite aux nouvelles offres politiques, notamment à la candidature de Dominique de Villepin, mais je voulais faire réagir Guilain Benessa à ce que vient de dire François Coq, et puis je voudrais ajouter aussi une autre chose, puisqu'on parle d'offres politiques qui viendraient des partis, mais on voit aussi assez peu, même de manifestations populaires, comme on aurait pu voir pendant les Gilets jaunes, demander par exemple la démission d'Emmanuel Macron. Alors, il y a quelques manifestations organisées par les Patriotes, il faut leur rendre justice, mais spontanément, on voit assez peu de Français qui, dans la rue, aujourd'hui, réclament la démission d'Emmanuel Macron. Enfin, la chute la répression qui a eu lieu contre Oui. les Gilets jaunes a servi quand même un petit peu à vacciner tout le monde, hein, Bien sûr. si vous permettez. Et le fait que cela n'ait pas été appuyé par le champ institutionnel à l'époque, parce que les gens, et je crois que nous étions un certain nombre à en être, ont fait cette démarche de faire le pas en avant, mais qu'ils ont été utilisés comme une chair à canon, avec derrière les organisations institutionnelles qui ne faisaient pas le boulot derrière pour donner un débouché politique. Ça participe, ça participe grandement de ça. Vous avez Donc, raison de le aussi à préciser. la scène politique aujourd'hui de faire une part du boulot. Vous avez raison de le préciser. Guilain Benessa. En fait, c'est simple. Il faut prendre conscience François Coq parle souvent de rente de situation gérée par les. Vous disiez tout à l'heure, je crois, Valentin, la caste ou le système tel qu'il fonctionne à l'Assemblée, peu importe le mot employé. Je dis ça parce que si on prend la proposition de destitution déposée par Mathilde Panot, l'un des chiens de garde, d'accord, de Jean-Luc Mélenchon, ou l'une des chiennes de garde, hein, si je puis me permettre l'expression de Jean-Luc Je vous Mélenchon. laisse mettre de vos propos, Guilain Benessa. Non, mais absolument, mais je pense que c'est pas trop mal. Écoutez, peu importe, Non, à je la plaisante. limite, peu importe, ça lui fait un job. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand elle a demandé la destitution du président à l'Assemblée nationale, elle l'a demandé. Alors, je rappelle quand même, la destitution, il faut démontrer, je cite volontairement, il faut démontrer dans le cas de la destitution un manquement du président à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc, un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Or, Mathilde Panot réclamait la destitution au motif qu'Emmanuel Macron avait refusé d'appeler LFI, etc., la France Insoumise et consorts à former un gouvernement, qu'il avait choisi volontairement le Premier ministre comme il le souhaitait, avec Michel Barnier, etc. Je ne vais pas défendre Michel Barnier ici, je ne vais certainement pas défendre François Bayrou, ni l'un ni l'autre. Il n'empêche, dans la Constitution, le président choisit librement son Premier ministre. Ce qui veut dire qu'il peut appeler qui il veut, y compris son majordome. Donc, demander la destitution du président à ce motif, c'est se foutre de la gueule du monde. Ça n'a aucun sens. Donc, si déjà vous demandez la destitution d'Emmanuel Macron, pourquoi pas? Mais comme dit François Coq, soit vous demandez la démission pour des vraies raisons, et dans ce cas-là, c'est une question politique, une vraie question, je veux dire, qui constitue le creuset même de la démocratie française, soit vous faites comme Mathilde Panot et les autres, vous demandez la destitution pour des motifs stupides, invraisemblables, qui d'ailleurs ne méritent même pas en soi la destitution d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que de toute façon, dire pour ce motif il faut destituer Macron, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est ni rigoureux, ni intelligent, ni pertinent, ni juridiquement observable. Ça n'a aucun sens. C'est un théâtre d'ombre, quoi. Exactement. Ce qui veut dire que la seule fois où on sort la carte destitution, en tout cas de cette façon-là, ça n'a aucun intérêt. Donc on revient sur, François a raison, sur la démission, qui est la seule question qui vaille qui vaille réellement. Le problème, par contre, dans ce théâtre d'ombre, comme vous dites, Valentin, ou la situation embrouillée qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense profondément qu'en fait, plus qu'une question de système ou de caste ou du fait qu'ils s'arrangent entre eux, à la limite, pourquoi pas? Il y a des intérêts comme partout, je vais vous dire, dans toutes les entreprises, dans toutes les boîtes, etc., d'autant plus dans ce capitalisme de connivence qu'on a conçu depuis longtemps, on connaît ce système où on se tient chacun, soit par dossier, soit par intérêt, soit par argent. C'est pas nouveau. De Gaulle gueulait déjà contre cette finance-là d'une certaine manière il y a 70 ans. D'une certaine façon, on retrouve ses intérêts de classe ou ses intérêts de pouvoir dominant. Je suis un peu vite en besogne. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que s'il n'y a pas de soulèvement populaire, si effectivement vous le dites, les gens ne vont pas dans la rue. François Coq disait, les gilets jaunes ont quand même été sacrément matraqués. Je suis évidemment d'accord avec cela. Mais je pense surtout qu'il y a deux problèmes. Premièrement, ce n'est pas un hasard si François Bayrou est parmi nous. Ce n'est pas un hasard s'il est Premier ministre. Parce qu'il est la torpeur faite homme. C'est-à-dire que vous n'avez rien contre vous. Vous n'avez rien face à quoi vous vous opposez. Ce n'est pas un homme politique, François Bayrou. C'est un succédané terminal d'une 4e République pourrissante. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme politique au sens où on l'entend. Je veux dire, ce n'est pas un politique. Vous voyez, c'est un stratège de fin de soirée. C'est l'homme qu'on appelle lorsqu'on cherche la formule qui ne fait pas mouche. Il ne fait jamais mouche.
On veut des gens qui ratent la cible. Donc, à force de rater la cible, vous n'avez rien à attaquer. Vous n'avez rien contre lequel vous vous opposez. À la limite, j'ai envie de vous dire, vous vous rappelez des manifestations contre le CPE sous Dominique de Villepin. Je ne vais pas vous défendre Dominique de Villepin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais Dominique de Villepin, à l'époque, il avait un mérite, c'est que dans sa façon de s'exprimer, malgré tout, c'était encore un personnage qui était à Matignon. François Bayrou, je l'ai entendu ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le grand jury du week-end, au bout de 40 minutes, on arrive à la 4e phrase. Ça veut dire qu'on le laissait parler 5 heures, on arrive à la 7e phrase. On pourrait faire 3 jours avec François Bayrou, on n'aurait toujours pas, on serait pas arrivé au 2e paragraphe de son allocution. Ça veut dire que vous n'avez rien contre quoi batailler. Donc il y a déjà moi je pense vraiment que, comme par hasard, je dis souvent, Max Weber dit l'histoire c'est la rencontre entre le charisme et les circonstances. Ben avec François Bayrou, on a la circonstance et l'absence de charisme. Donc on est dans le vague. Et ensuite, dernière chose, je pense quand même que François Bayrou a dit quelque chose de pas faux, même s'il l'a dit de façon un peu ubuesque et une espèce de naïveté un peu curieuse qui sort de sa bouche. Je ne crois pas que François Bayrou soit naïf. Je pense qu'il joue ce faux naïf de Pau, vous savez, l'homme tranquille, le laboureur de Pau à la lenteur tranquille. Il a dit ce week-end qu'il ne voulait pas que la division française est terrible, mais que la division planétaire est terrible. Planétaire. Ça veut dire qu'il constate que l'instabilité française, les problèmes politiques que nous avons, on les retrouve partout. En creux, ce qui veut dire, on l'a bien compris, c'est pas à vous que je vais le dire, Valentin, c'est-à-dire crise climatique, crise environnementale, populisme, Donald Trump, Orban, enfin bref, choisissez votre mot-clé, on arrive toujours avec les méchants d'un côté, les bons de l'autre, bref, il a fait du Bayrou. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme par hasard, à force de dézoomer, on fait tout sauf parler des problèmes. C'est-à-dire qu'on refuse de dire que la cible, que la question, que l'enjeu central, c'est la question française. C'est-à-dire la question des agriculteurs. Vous en parlez tout le temps. Et vous avez tout à fait raison sur Toxin. La question des marins-pêcheurs, la question des agriculteurs, la question des artisans, la question des petites professions, des professions libérales. Tout ça, on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la division planétaire. Et qu'est-ce que font Bayrou et Macron depuis des mois ? Ils nous disent, je fais ça en parallèle parce que c'est fondamental. Macron nous a dit il y a quelques jours qu'il lui faut avoir, je cite, en même temps, un triple cessez-le-feu. Ça veut dire que Macron rêve d'un cessez-le-feu en Iran, d'un cessez-le-feu en Israël-Iran, d'un cessez-le-feu en Ukraine, et en même temps de jouer tout cela sur tous les fronts, c'est-à-dire de régler tous les conflits aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il fait tout sauf parler de la France, tout en assumant qu'il n'a aucune solution. On sait très bien que Macron ne va pas gérer un cessez-le-feu en Israël. On sait très bien que ce n'est pas lui l'homme des cessez-le-feu. C'est stupide. Ça n'a aucun sens. Tout le monde l'a compris. Il s'agite. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que Bayrou, c'est pareil. C'est l'homme des cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il a fait là grâce au conclave des retraites ? Il a gratté 6 mois. Il a géré une sorte de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a tenu jusqu'au 30 juin, aujourd'hui. Il va jouer, François a raison, la carte de l'été. N'importe quel imbécile à Matignon sait gérer les 2 mois d'été puisque les Français partent à la plage et globalement la France dort et qu'on renvoie à demain les problèmes. Mais en parallèle, les Français s'appauvrissent. La classe, ce qu'on appelait encore il y a quelque temps, la classe moyenne disparaît. Je ne l'invente pas. Vous savez, Christophe Guilluy et Salon largement dit avant moi. Et chaque jour qui passe où la classe moyenne disparaît est une victoire pour François Bayrou et Emmanuel Macron. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a que des gens dans le besoin, des nécessiteux. Plus vous avez de nécessiteux, moins vous avez de gens qui sont capables de prendre le temps de s'intéresser à la politique, d'aller dans la rue et de gueuler parce que la fin de mois est trop douloureuse. Donc, sur le fond, la stratégie de disparition de la classe moyenne fait partie, je pense, inconsciemment, implicitement, de la stratégie du cessez-le-feu et de l'immobilisme de François Bayrou et de tous les autres, se disant finalement, lorsque les gueux ne monteront plus au créneau, on aura peut-être définitivement la paix. Au fond, ça arrange quand même un agenda électoral pour que jamais rien ne change, y compris lorsque tout le monde souhaite un changement. Bon, vous nous brossez un tableau extrêmement noir. On va essayer peut-être, je ne dis pas qu'on va réussir, de sortir de cet immobilisme-là. Il y a de la lumière, Valentin, il y a de la lumière, vous inquiétez pas, il y en a, on va en parler. On va essayer justement. J'ai un peu bonne mine quand même. Ah bon, je vous vois, je vois ça, j'espère que nos auditeurs aussi. Avec ces nouvelles offres politiques, François Coq, vous disiez qu'il n'y avait pas d'offres politiques, en tout cas, qui soient à même de sortir de cette démocratie minoritaire que vous nous peignez. Donc je présume que vous n'êtes pas convaincu par la candidature de Dominique de Villepin qui vient de créer donc son parti
parti La France Humaniste et qui a tenu son premier meeting dimanche à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise, ni par celle de François Ruffin qui donc lui a lancé son mouvement Debout, le parti de la France qui pue un peu sous les bras, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est un commentaire médiatique ou si c'est lui qui l'a annoncé comme ça. Je vous propose d'écouter François Ruffin et puis on revient ensemble sur ces deux candidatures. Eh bien, il y aura. Qu'est-ce qui est le vote utile? On voit qu'aujourd'hui, à l'évidence, Jean-Luc Mélenchon est battu au deuxième tour et est battu à plate couture par Marine Le Pen, par Jordan Bardella, par à peu près tous les candidats. Et il dit même que, d'après lui, c'est la magie du deuxième tour qui va lui permettre de résoudre ça. Eh bien, moi, je prétends pas présider à la maison Poudlard, vous voyez, je prétends pas être Harry Potter et avoir une baguette magique. Non, moi je viens dire qu'il y aura un choix à faire pour les électeurs de gauche de celui qui au deuxième tour est capable de battre Marine Le Pen et capable de battre Jordan Bardella. François Coq, si vous voulez réagir d'abord à Dominique de Villepin peut-être et puis à François Ruffin ensuite. Bon, d'abord, il faut constater ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas, par exemple, c'est le Parti socialiste. Vous avez vu qu'ils sortent de leur congrès, que les équilibres au sein du Parti socialiste sont très exactement les mêmes que ceux du congrès du Parti socialiste de Marseille il y a 2 ans. Donc rien n'a bougé, il n'y a pas de nouvelle offre politique de ce côté. Vous avez vu que du côté de LR, l'actualité, vous avez mis un son de monsieur Larcher tout à l'heure, on a vu que M. Retailleau, c'est l'actualité, nomme 13 nouveaux vice-présidents pour faire vivre et refonder LR, refonder la droite, comme si LR pouvait être le point de départ de quelque chose qui, en soi, autour de LR, deviendrait le nouvel objet politique agrégatif pour les citoyens. Donc on voit bien que tout ce qui était de l'ancien monde ne reviendra pas. C'est ce que je décrivais aussi sur la scène politique partout en Europe. Mais il faut le dire, il faut l'acter. Il n'y aura pas un retour de l'ancien, quand bien même les uns et les autres, tant du côté du PS que du côté de LR, y croient. Donc ensuite, le deuxième point qu'il faut acter, c'est est-ce que quelque chose va décider du bouleversement de la scène politique? Moi, je crois fondamentalement que ce qui va aujourd'hui le plus impacter l'ensemble, je dis bien jusqu'à l'autre côté de la scène politique aujourd'hui, c'est la question de fond qui est en train de se jouer sous forme de conflictualité assez évidente au sein du Rassemblement national aujourd'hui, entre un combat de ligne qui apparaît de plus en plus évident, et je crois qu'il faut aussi lire les déclarations de Madame Le Pen qui remet une pièce aujourd'hui dans la possible dissolution pour le chef de l'État là-dessus, le combat de ligne entre d'un côté une ligne de l'union des droites qui est portée par monsieur Bardella, et de l'autre côté par une ligne beaucoup plus popularo-identitaire qui est celle qu'incarnait Madame Le Pen. Et le choix qui sera fait dans cette partie-là de la scène politique impactera l'ensemble du champ politique, et je crois que c'est surtout ça qui surdéterminera ce qui va se jouer. Et enfin, dernier point, la capacité donc d'émergence, je le disais, de quelque chose en soi, de quelque chose propre. J'ai expliqué pourquoi. Je ne crois pas que la gauche pourra faire émerger à partir d'elle-même quoi que ce soit. Parce qu'elle est confrontée à quelque chose d'assez nouveau finalement depuis 2017, qui est son plafond de verre. On parle du plafond de verre souvent pour le Rassemblement national, mais il y a désormais un plafond de verre de la gauche qui s'établit à 30% et qui l'empêche de s'élargir d'élection en élection. La gauche ne va pas au-delà de ça. Ça ne veut pas dire que la gauche ne jouera pas un rôle, ça ne veut pas dire que la gauche ne pourra pas, peut-être même d'une certaine manière, participer du pouvoir post-2027, mais il ne faut pas croire, la gauche aurait tort de croire, que c'est en partant d'elle-même et en construisant exclusivement autour d'elle-même qu'elle arrivera ensuite à s'élargir. C'est une construction qui ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans une fois qu'on a acté ce que j'ai fait dans la première partie de notre discussion, le fait que le bloc élitaire est en train d'exploser, de voler en éclats, et que même les fausses solutions, comme M. Philippe, enfin, vous voyez, M. Philippe, je crois que c'est le seul qui ne s'est pas aperçu qu'il est déjà mort politiquement et qu'il n'est pas quelque chose de viable pour 2027, les mois qui viennent le donneront à voir. Eh bien, qu'est-ce qui reste là-dedans? Il reste quelque chose qui sort de ces stratégies du socle, qui induisent derrière de la polarisation. Vous savez, il y avait un anthropologue qui était Georges Devereux, qui expliquait ce qu'il appelait la culturation négative dissociative, c'est-à-dire le fait que la culture soumise à une pression génère une réaction inverse. Eh bien, ça, c'est ce qu'on a connu avec la crise de la démocratie actuelle. Le fait qu'à un moment donné, il y a eu une poussée sur le wokisme, une poussée beaucoup plus radicale à gauche.
à générer une forme réactionnaire beaucoup plus conservatrice, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, mais qui est tellement forte et puissante qu'elle fait preuve d'une certaine arrogance et qu'elle va donc générer une réaction de l'autre côté aussi. Alors tout ça va mettre du temps à se stabiliser. Ou alors quelqu'un va trouver le fait de rompre, à un moment donné, cette bascule et ces coups de gifle, un coup d'un côté, un coup de l'autre, de réaction qui s'oppose à une réaction, qui s'oppose encore à une réaction. Et de ce point de vue-là, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut y avoir une sortie par le haut qui vise à rompre ce cycle. Je crois qu'il y a un espace aujourd'hui politique pour quelque chose qui ressemblerait à du républicano-gaulo-souverainisme qui arriverait à prendre de la hauteur et à faire réémerger du commun et surtout à s'adresser à tous en sortant des assignations à résidence électorale. Mais pour ça, vous m'interrogiez sur les candidatures qui ont émergé ces derniers jours, M. de Villepin, M. Ruffin ou le reste. J'ai disais tout à l'heure à propos des Gilets jaunes que c'était maintenant aux politiques de donner des gages. Voilà. Les citoyens ont fait preuve de leur disponibilité, mais ils disent que l'offre politique aujourd'hui ne les satisfait pas. Eh bien, que M. de Villepin ou que M. Ruffin ou qu'un autre, peu importe, les noms ne m'intéressent pas. C'est à eux aujourd'hui de donner des gages par rapport à leur positionnement, qui vont être des gages sur le fond, mais qui vont être des gages aussi de mise à distance du système tel qu'il est et de leur capacité à rompre les codes. Alors, on a entendu votre optimisme, François Coq. En tout cas, j'espère qu'il sera entendu. Guylain Benessa, je voulais vous donner le mot de la fin plutôt. Est-ce que vous partagez cet optimisme-là? En tout cas, l'idée qu'une sortie par le haut est possible et qu'un non aujourd'hui serait à même de briser ce que François Coq appelle ce jeu de balancier entre les réactions antagonistes du jeu politique. Alors, 2 points. Vous me dites, j'ai le mot de la fin. Je vais essayer d'être bref, Valentin. Première chose sur la valse des candidatures et les sorties des uns et des autres. Alors, vous oubliez quand même un nom, vous avez oublié de sortir un nom du chapeau ce matin. J'ai même envie de vous dire, Valentin, ce lundi, vous n'êtes pas réveillé parce que vous oubliez la candidate essentielle. Vous oubliez l'horizon formidable que tout le monde attend. La perspective de 2027, le recours, vous voyez, le recours s'appelle Sandrine Rousseau. Ah, elle est candidate. Sandrine Rousseau a dit qu'elle n'exclut pas d'être candidate en 2027. Bon. Elle ne l'exclut pas. Je vous avoue qu'au moins, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas mal. Dans la foire du trône qui nous attend, au moins, il y aura moyen de rigoler. C'est vrai qu'on est un peu loin du gaulo républicano de François Coq, je pense. Alors, plus sérieusement, on parle de là, Sandrine Rousseau, mais au moins, je ne vous cache pas que ça m'a fait sourire. Alors, l'hypothèse Ruffin. Alors, deux mots sur ces deux mots. Alors, les 2 mots que vous avez passés. Vous avez vu ce que dit Ruffin. Il faut gagner la présidentielle. Selon lui, il faut qu'il la gagne pour battre Marine Le Pen. Donc, comme d'habitude, ça n'a aucun intérêt, puisque l'objectif de gagner l'élection présidentielle n'est pas de s'occuper de la France, mais de battre le Rassemblement national. Franchement, je n'ai même pas de mots plus. On n'a pas besoin de commenter très longuement, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Stratégie politicienne, à l'ancienne, on connaît. Villepin, l'hypothèse Villepin. Allons-y 2 secondes. Alors, j'entends Villepin, même autour de moi, les gens disent quand même c'est un recours. Alors, je rappelle quand même que Villepin, j'ai même pas besoin de m'interroger à ses relations troubles avec le Qatar. Villepin, c'était le secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, l'homme qui a conseillé à Chirac la dissolution, pas mal, hein. Vous savez, il y a 2 dissolutions folles, connaît, c'est celle de Macron et celle de Chirac. Donc l'homme de la dissolution ubuesque, qui à l'époque avait un nez politique aussi fin, je veux dire qu'un rhinocéros en fin de soirée, nous explique concrètement qu'il faudrait le mettre à l'Élysée. Pas mal, cohérence, chapeau. Troisièmement, Édouard Philippe. Alors, François Coq nous dit Édouard Philippe n'a pas d'avenir. Alors là, je suis souvent d'accord avec François, il le sait. Nous avons plaisir, d'ailleurs, j'ai plaisir à le rencontrer les rares fois où on se voit, en physique, je veux dire. Mais là, je serai beaucoup plus sceptique parce que moi, je pense que Emmanuel Macron envisage vraiment 2032, vraiment. Je pense pas qu'il l'a sorti uniquement pour épater la galerie. C'est une forme, vous savez, c'est un homme bravache. On le connaît depuis 8 ans maintenant, voire plus. Je pense qu'à un côté, il songe vraiment à ne pas quitter la scène. Et Édouard Philippe, 2027, serait une sorte de successeur d'Emmanuel Macron pour poursuivre l'œuvre avant le retour du mentor. Alors attendez, je vais très vite en besogne. Hein, je sais que c'est la politique fiction, mais je ne m'empêche pas de penser qu'il y a quelque chose comme comme une vraie stratégie, parce que sur le fond, Macron a gagné grâce à un socle à 20%, et il va sortir de là avec un socle à 15-20%. Si Macron pouvait se présenter en 2027, je suis certain qu'en premier tour, il ferait 15 à 20%,
il pourrait passer au second tour, il serait face à Marine Le Pen, et si ça se trouve, il remporterait l'élection présidentielle, ou Jordan Bardella. Alors maintenant, juste un dernier mot, et je vais essayer d'être très bref sur ce que disait François Coq sur les perspectives. En fait, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que Ursula von der Leyen a les cartes en main. Je m'explique. Je pense de plus en plus que nos discussions sur l'Europe de la défense nous renvoient aux discussions de l'Europe de la défense des années 50. On a déjà tenté de mettre en place la Communauté européenne de défense. Ça s'appelait la CED, c'était les années 50, et les gaullistes en sourdine et Michel Debré ont râlé, ont gueulé, ont tout fait pour stopper ce qui à l'époque se tramait dans les genoux de Jean Monnet et des autres, ou plutôt dans les pas de Jean Monnet, de Robert Schuman et consorts. Pourquoi je dis ça? Parce que notre période de plus en plus me fait penser exactement aux années 50. Tout le monde sort les années 30, vous savez, la fumée noire des années 30 en disant c'est les heures les plus sombres. Je crois pas. Je crois qu'en fait, en miroir, c'est les années 50. C'est-à-dire le pourrissement des élites sous la 4e, l'absence de travail des parlementaires. Michel Debré écrit, vous savez pourquoi est-ce qu'à l'époque, il arrive à percer le mur du son en expliquant que les traités européens, c'est un problème. Il l'écrit dans ses mémoires clairement, parce qu'il est le seul à lire les traités. Personne ne les lit. Les parlementaires ne les lisent pas. Donc lorsqu'il sort tel article, telle clause en disant « Attention, la France va dans le mur », c'est parce que personne à côté de lui, y compris parmi certains gaullistes, ne lise le traité européen qui nous attend sur la défense. J'en tire quoi comme idée? Évidemment, vous allez me dire, là, on rêve un peu, il est 8h57, Oui. Nous sommes tous les deux à discuter, ou plusieurs Tous les trois, ici quand sur même. Toxin. Mais tout de même, Valentin, vous faites le job. Toxin fait le job. D'autres font le job. Pour faire quoi? Pour faire émerger petit à petit une candidature dissidente, non pas de droite, de gauche ou d'ailleurs, mais qui peut prendre, selon moi, une sorte de tour, on va dire, gaulliste, on l'appelle comme on veut, façon années 50. Et je pense qu'en réalité, si 2025 égale 1954-55, sur le fond en 58, on a eu le général de Gaulle. Alors, comment Il va falloir le choisir... trouver, le général. Hein. Je suis d'accord, Valentin, mais je veux dire, s'il n'y a pas de péril, n'émerge aucun caractère. On est Donc, d'accord. on n'aura peut-être pas le général demain, mais je pense quand même que de plus en plus, les planètes s'alignent pour une sortie du bois vraiment terrible. Cette sortie du bois, on l'aura. Je pense juste que les temps sont plus dégradés qu'à l'époque, y compris économiquement, et qu'à des temps dégradés, nous aurons peut-être une personnalité un peu plus dégradée que la qualité du général de Gaulle. Mais vous savez, un dégradé moins lyrique m'ira bien mieux que les pseudo-lyriques un peu médiocres que nous avons aujourd'hui. Bon, merci beaucoup à vous deux. C'est bien de finir sur une note d'optimisme. Ça nous permet de mieux dormir la nuit. Merci donc. Et puis évidemment, on continuera de suivre cette actualité politique avec vous deux, François Coq et Guilain Benessa. François Coq, je rappelle, analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg et auteur notamment de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Et puis Guilain Benessa, avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg et auteur dernièrement de On marche sur la tête, la France, Dieu et les mensonges, coécrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.